Eh bien, bienvenue. Ravi de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux ce soir. Je crois que nous avons un peu plus de 100, actuellement nous avons 107 participants. Il y avait à peu près 130 ou 140 inscrits. Donc, merci pour cet engouement. Merci beaucoup. Donc, on va vous faire une présentation à 4 voix. On va vous présenter rapidement. Je rappelle l'objectif de ce petit webinaire d'aujourd'hui est de faire un point d'avancée technique sur Yellow. Bon, bien entendu, on va vous rappeler ce qu'est Yellow, la paille hachée Yellow, mais surtout, c'est un temps privilégié avec notre réseau, avec vous, pour présenter là où nous en sommes aujourd'hui et répondre à vos questions. Donc, on va dérouler la présentation sur la SIC, refaire un point sur tout ce qui est les évaluations techniques et les certifications, parler de la paille hachée, de sa fabrication, sa mise en œuvre, la commercialisation, vous présenter quelques projets références, et puis on finira par des ressources pour aller plus loin, et puis seulement après viendront le temps des questions et des réponses. Donc, dans notre présentation, on va essayer d'être assez rapide pour finir à 18 h le déroulé. On vous propose un mode de présentation où on va enchaîner les présentations et donc noter les questions, soit à côté, soit dans le fil de discussion, de façon à ce que le temps dédié, on se garde 1 heure pour répondre au temps et questions, qu'on puisse y répondre. Je rappelle que quelques petites consignes pour que tout le monde puisse profiter de ce webinaire et qu'il soit le plus intéressant et captivant pour tout le monde possible. Bien entendu, pour la qualité des interactions et notamment de la communication, où on l'a vu, ça commence avec quelques difficultés. Coupez bien vos micros quand vous ne parlez pas. Et puis au moment des questions, pensez à lever la main et on adressera la parole par ordre où les gens se sont manifestés. Donc, vous avez une petite option lever la main dans Teams qui permet de signaler que vous avez envie de poser une question. Et donc, à ce moment-là, attendez qu'on vous donne la parole à tour de rôle pour poser les questions. Et puis, s'il vous plaît, essayez d'être le plus clair et concis, précis. Vous êtes très nombreux. On n'a pas le temps non plus d'entrer dans des débats et de façon à permettre à tout le monde de pouvoir poser sa question et que ça ne soit pas trop long. Voilà. On demande quelques efforts de concision. Je propose de commencer par présenter nos présentateurs et présentatrices. Donc, eh bien, peut-être Yasmine, on va te laisser pouvoir activer ta caméra, juste là. Bonjour. Donc, c'est bon, ça capte pas très bien. Yasmine Sediki, moi je suis ingénieure technique et développement au sein de la SIC Yellow. Thomas? Oui, bonjour à tous, Thomas Garnesson, en charge des projets matériaux et systèmes constructifs pour Nobatec INF4 et j'accompagne Yellow dans le développement technique de l'isolation paille hachée. Et on va peut-être aussi préciser que la réunion est enregistrée. Oui, oui, merci de le rappeler, Thomas. Effectivement, donc c'était signalé dans la confirmation, mais c'est effectivement bien de le rappeler en début que ce webinaire est enregistré en vue d'être publié sur la chaîne YouTube pour le rendre accessible à toutes et tous pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer. Et Florian? Bonjour à toutes et à tous, donc Florian Battesati, AMO Bureau d'études environnement et société à l'œuvre, et je suis chargé de coordonner les études pour le développement technique pour Yellow. Et moi-même, donc Nicolas Rabuel, directeur général de la société coopérative d'intérêt collectif Yellow. Et eh bien, je vous propose de commencer tout de suite. Je vais recouper ma caméra. Nous ne bénéficions malheureusement pas d'une connexion fabuleuse ici. Et de cette façon, hop, vous m'entendrez mieux. Alors, on va commencer par une présentation rapide de la SIC Yellow. Donc, la SIC Yellow, je rappelle, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Pour celles et ceux qui connaissent les scopes, c'est un petit peu pareil, à la différence près que, en plus des salariés, sont également sociétaires l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur,
Et dans notre projet, on retrouve aussi bien des agriculteurs, des architectes, des bureaux d'études, des charpentiers, des centres de formation, des promoteurs, enfin bref, un peu tous les types d'acteurs qui sont réunis autour d'un objectif commun, d'un intérêt collectif. Et cet intérêt collectif au sein de la SIC Yellow, il est, je dirais, porté par deux missions. Hein, donc la première qui est de relocaliser l'économie sur les territoires ruraux. Il dit que la présentation n'est pas visible. Ah, vous voyez plus mon écran? Si. Ok. Donc, je poursuis. Donc, où j'en étais? Ah oui, donc sécuriser l'économie rurale, donc en rapportant des revenus supplémentaires complémentaires aux agriculteurs, en redynamisant les territoires ruraux, leur permettant d'avoir plus d'activités. Et puis cela, comment? En valorisant des ressources agricoles les plus abondantes possibles. Donc ici, il est question de la paille de blé, pour en faire une isolation réellement écologique. Donc quand on dit réellement écologique, hein, ça veut dire compostable dans des conditions naturelles, par le biais de la nature, pas forcément par un centre de traitement de déchets industriels, mais aussi totalement sain. Hein, les enfants peuvent jouer avec, etc. Plein de vertus, etc. Mais ces vertus ne seraient rien si ces solutions n'étaient pas généralisables. Et donc, ça fait partie aussi de l'objectif, c'est de faire des produits qui soient accessibles au plus grand monde pour réellement avoir un impact positif. Tout cela se fait avec un cadre de valeurs, hein, réuni au sein d'une charte de valeurs, donc qui nous permet d'avoir un socle de références culturelles, de façon de faire ensemble. Hein, quand on fait un projet collectif, il faut se retrouver autour d'un certain nombre de référentiels, et donc nous portons un certain nombre de valeurs pour avancer. Et en plus, donc, ce projet, ces valeurs, ce collectif porte une vision, hein, donc, qui met en œuvre des éléments très importants qui permettent d'atteindre nos objectifs et peut-être d'aller plus loin que tout ce que l'on a réussi à faire déjà entre nous. Beaucoup d'acteurs autour de la table sont des acteurs historiques des filières biosourcées. Mais si on essaie des outils, des ingrédients, tels que la complémentarité, hein, des acteurs, la mutualisation de moyens, l'implication des territoires, le partage des passions et des valeurs, hein, ce qui nous fait vibrer, se rappeler nos intérêts communs et les revendiquer. Très important également de fédérer les expertises, de capitaliser les expériences. On redira, mais encore une fois, on ne revendique pas l'innovation à tout va. On revendique d'abord de bien maîtriser ce qui est déjà connu, mais pas assez maîtrisé. Enfin, en tout cas, ce qui est existant et pas forcément connu, pardon. Et donc, ça aide vraiment d'aller chercher les expériences où elles sont, les savoir-faire, et puis de les valoriser pour faire évoluer nos univers, aussi bien au sein de la SIC Yellow, le monde agricole que le monde du bâtiment, et rendre crédibles les solutions biosourcées pour le bâtiment. Ça, pourquoi? Pour tenir le cap que même nos politiques se sont fixés, qui est à l'horizon 2030 d'avoir un écosystème du bâtiment qui soit beaucoup plus biosourcé. Alors, il a été annoncé 100% biosourcé, on verra. En tout cas, nous, collectivement, au sein de la SIC Yellow, notre objectif, il est de pouvoir répondre aux besoins de 10% du marché. Voilà, on se structure, tous ces ingrédients sont pensés pour répondre à 10% des besoins du marché. Et je termine là-dessus, bien entendu, c'est également un modèle d'entrepreneuriat différent, hein, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Et ça, c'est pas seulement voilà, pour proposer quelque chose à vendre, d'ailleurs, ce n'est pas notre finalité, nos finalités sont dans nos objets sociaux, mais c'est vraiment aussi montrer par l'exemple qu'on peut faire autrement et incarner le modèle d'entreprise du XXIe siècle. Ce n'est pas forcément l'objet de cette réunion pour rentrer trop loin dans ce détail-là. Donc, je vais laisser la parole à Florian qui va vous parler de l'évaluation technique et des certifications. Ok, merci Nicolas. Donc l'évaluation technique et la certification, ce qu'il faut dire en préambule, c'est que la paille hachée, elle n'est pas couverte par une norme produit ni par un DTU, donc elle n'est pas couverte par des règles de l'art. Il y a des règles professionnelles qui existent pour la paille en botte, mais pas pour la paille hachée.
Et donc, sans démarche d'évaluation technique, le procédé n'est pas considéré en technique courante. Voilà. Je vais passer à la suivante. Et si on n'est pas considéré en technique courante, ça veut dire qu'on n'est pas automatiquement assuré sur les chantiers sans démarche particulière auprès de son assureur. Et dans certains marchés publics, le recours à technique courante est demandé. Donc, pour développer ce produit, on se lance dans ce qu'on appelle un parcours d'évaluation technique pour que le procédé soit reconnu en technique courante. Donc, c'est ce qu'on voit en bas à gauche, en vert, technique courante. Pour être en technique courante, il y a différentes façons d'y arriver. Soit avoir des normes et des DTU, soit avoir des recommandations professionnelles, des règles pro validées par la commission prévention de produits de la QC, ou ATEX ou avis technique validés en commission soit AQC et CSTB. Et donc, dans notre cas, ce qu'on vise pour être reconnu en technique courante, c'est d'avoir des ATEX, donc ce qu'on appelle des appréciations techniques d'expérimentation. Voilà. Je passe un peu vite. S'il y a des questions, on pourra les voir après. Dans notre parcours d'évaluation technique, on l'a déjà fait sur plusieurs étapes. On a eu 2 ATEX de KB. Donc, KB, ça veut dire sur un bâtiment. B, c'est bâtiment. Ça veut dire une appréciation d'évaluation technique qui est valable sur un chantier. On a eu une première appréciation favorable en 2022 sur un projet à Poitiers pour le Crous, sur une réhabilitation d'un restaurant universitaire. Et on a un deuxième KB qui a également été validé, cette fois sur un projet de bureau tertiaire en neuf à Périgueux. Voilà, ça c'était fin d'année 2023. Et on a eu une commission fin 2023 pour une ATEX de KA. Donc là, c'est différent. KA, ça veut dire que le procédé est reconnu en technique courante sur tous les chantiers qui rentrent dans le domaine d'emploi qui est revendiqué. Donc, c'est plus une seule opération comme un KB, c'est une multitude d'opérations sur une durée donnée. Ça peut être 3 à 4 ans. Voilà. Donc, dans la procédure d'ATEX de KA, on a eu une commission en décembre 2023 qui a été jugée favorable avec demande de complément. C'est-à-dire qu'on doit poursuivre quelques études et quelques essais pour apporter ces éléments au dossier avant qu'ils soient publiés. Donc, on sait que la paille hachée va être reconnue en technique courante. On doit juste collecter ces derniers éléments pour la publication. Et ça, on estime que ça va se faire dans les 2 mois qui viennent un peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, la paille Yellow est en phase de devenir une technique courante, donc assurable normalement sur tous les chantiers qui rentrent dans le domaine d'emploi. Domaine d'emploi, on va y venir après. Je vois des mains qui applaudissent, merci. Certification ACERMI, ça va être l'étape suivante. Ça, c'est la démarche qualité pour que l'isolant soit certifié par l'ACERMI. Donc, s'il y a des questions, on pourra y revenir. Ça, on espère avoir une certification fin d'année 2024, mais c'est un gros boulot, notamment sur tout le déploiement du plan d'assurance qualité. Donc, on y travaille. Et ensuite, on étendra le domaine d'emploi. Là, vous allez le voir, on est sur des solutions d'isolation de parois verticales. Dans les domaines d'emploi futurs, on regardera les planchers de combles, les remplants, etc. Donc, c'est bon, tu peux passer. La paille hachée Yellow, la FI, donc il y a des caractéristiques. Ah, il y a une image qui. Ah non, voilà, c'est bon. Des caractéristiques qui sont intéressantes et pertinentes dans plusieurs domaines. Donc, c'est un puits de carbone végétal à croissance rapide. On a des chiffres après. C'est un isolant qui est classé E en termes de classement au feu, comme beaucoup de biosourcés, qui apporte beaucoup de confort d'été étant donné sa densité. On est sur environ du 110 km3 une fois mis en œuvre. C'est un isolant 100% biosourcé, il n'y a pas d'additif, donc c'est un isolant qui peut ensuite être réutilisé ou servir retourner au champ en cas de déconstruction d'un bâtiment. Et en termes d'isolation thermique, ça c'est une question qu'on a souvent, et on peut passer à la slide suivante. L'isolation thermique, donc la conductivité thermique, c'est un sujet qui peut paraître un peu complexe parce qu'il y a plusieurs conductivités thermiques. Il y a les conductivités réelles, entre guillemets, qu'on mesure en laboratoire. Donc on a fait évidemment beaucoup d'essais en laboratoire à différentes températures et différents degrés d'hygrométrie. Et on obtient autour de 41 sur un lambda à sec et autour de 45, 6 sur un lambda humide, disons. À partir de ces valeurs, on fait un calcul de conductivité déclarée selon la méthode ACERMI, qui considère les facteurs de transition entre le sec et l'humide et qui impute aussi des facteurs de majoration statistiques. C'est-à-dire que plus on fait des mesures, plus ce facteur est bas, plus la conductivité va baisser. Ça, c'est pour assurer la réplicabilité de la performance du produit.
Quand on fait ce calcul à Sermi, on obtient 0,049 de conductivité thermique. La botte de paille, pour rappel, elle est à 0,052. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la paille hachée. La moins bonne nouvelle, c'est que si on fait une analyse très stricte des règles TH-BAT, on ne peut pas revendiquer de conductivité thermique dans une ATEX. Donc on ne pourra pas noter 0,049 dans la texte qui sera publiée parce que ce n'est pas permis par la réglementation, c'est discutable, mais c'est comme ça. Donc ensuite, charge à vous sur chaque projet d'échanger avec le contrôleur technique, soit pour faire valoriser avec les PVDC à l'appui qu'on a une conductivité réelle méthode Acermi de 49, soit de passer sur une conductivité conforme à la botte de paille de 52. Mais il peut arriver que certains contrôleurs techniques très tatillons estiment que la paille hachée ne répond pas à la ligne de l'annexe des règles TH-BAT en phase de paille comprimée transversalement dans le sens de la paillette et qui nous demandent d'appliquer le coefficient des autres isolants végétaux de 65. 65, c'est un peu la limite haute de ce qu'on peut considérer comme un isolant. Donc c'est très pénalisant sur les projets. Normalement, avec une discussion, on devrait pouvoir revendiquer le 49 ou pire 52, mais sachez que certains vont vous parler de ce 65. Voilà. J'imagine qu'il va y avoir plein de questions là-dessus, mais je pense qu'on continue, Nicolas, et qu'on y revient après. Si tu veux passer. Alors, oui, émission de composés organiques volatiles, donc c'est étiquetage A+, évidemment. Et ensuite, on a les valeurs en termes de bilan carbone. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc, sans entrer dans le détail, ça c'est le projet qui a fait l'objet de la première appréciation technique d'expérimentation, donc le PROUS de Poitiers, qui avait fait un calcul. Il y avait environ 32 tonnes de paille hachée et l'impact carbone négatif était de 30 tonnes de séquestration de carbone, enfin de puits de carbone. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, il y aura probablement des questions après. Il y a une FDES, ça c'était basé sur la FDES de la botte de paille, la FDES de la paille hachée, elle est en cours d'élaboration. Voilà. Ensuite, le domaine d'emploi. Donc là, la texte de KA qui a fait l'objet d'une commission au CSTB en décembre et qui va être publiée là, dans les semaines qui viennent. Cette ATEX, elle est rédigée dans un domaine d'emploi défini. Donc, en termes de zone géographique, c'est toute la France métropolitaine, y compris les zones très froides ou les zones de montagne pour lesquelles il faut des pare-vapeurs avec un SD différent, mais ça, on pourra le voir plus tard. Et en termes de bâtiments, c'est tout type de bâtiment, neuf ou réhabilitation, habitation tertiaire ERP. Ce qui est exclu, ce sont les bâtiments agricoles, process industriels, frigorifiques, corrosifs, qui, eux, ne sont pas visés dans le domaine d'emploi. Voilà. Voilà, page suivante. Ensuite, en termes de technique de mise en œuvre, donc l'insufflation se fait dans des cavités ossature bois pour des murs ossature bois DTU 31.2 ou des façades ossature bois DTU 31.4. C'est-à-dire que le domaine d'emploi est le même que pour les DTU, avec des revêtements extérieurs type bardage ventilé, enfin type bardage ventilé, et côté intérieur des cavités conformes au DTU. En termes de hauteur, on est sur une hauteur de 28 mètres pour la hauteur du plancher bas du dernier niveau. Voilà. Sécurité en cas d'incendie, donc c'est un isolant qui est classé E, donc avec des dispositions à prendre pour respecter les réglementations incendie. Donc les réglementations incendie s'appliquent, notamment en ERP. Le produit doit être en contact avec la chaleur. On vous invite à vous référer au guide Codifab sur la propagation du feu par les façades, où il y a toutes les dispositions nécessaires pour respecter la réglementation. Et ce guide fait office d'appréciation de laboratoire. Donc voilà, et slide suivante, je crois que je passe la parole à Thomas sur la résistance au développement fongique. C'est ça, Thomas, en effet. Quelques mots à ce sujet-là. Donc la paille hachée, on l'a dit tout à l'heure, c'est un produit sans aucun additif, hein, c'est uniquement de la paille, et donc sans traitement fongique.
Ce qui a été validé dans le cadre de la texte de KA, c'est la résistance de l'isolant, enfin en tout cas sa pérennité dans le temps, et ça a fait l'objet de simulations roofing, en fait des simulations hygrothermiques qui permettent d'écarter les risques de développement fongique liés au transfert de vapeur d'eau au sein de la paroi. Donc, du coup, ce qui veut dire que dans le cas où la paille hachée est mise conformément aux préconisations de la texte, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Néanmoins, ce qui nous a été demandé dans le cadre de la texte de KA, c'est que les projets qui en bénéficient fassent l'objet d'un suivi dans le temps, un suivi de non-développement fongique. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc c'est une mise en place systématique qui est demandée, qui consiste en fait à prélever des échantillons de paille pour observer visuellement l'absence, en fait, tout simplement de développement fongique. Donc Yellow communiquera prochainement sur le protocole à mettre en place pour ce suivi. Voilà, il a notamment été déjà mis en place sur le bâtiment du Crous à Poitiers, le restaurant universitaire qui a fait l'objet d'une rénovation. Également, ce qui va être demandé pour les projets sous ATEX 2KA, sur la slide suivante. Alors, pas sur tous, hein, cette fois-ci, parce que là, c'est un peu plus lourd à mettre en place, mais sur quelques projets qui seront sélectionnés par Yellow, sera mise en place une instrumentation qui vise en fait à observer, à mesurer la température et la teneur en eau de l'isolant en différents points de la paroi. Donc là, on voit en fait en gris, ce sont les capteurs qui sont représentés sur une paroi type. Et ça, en fait, ça permet quoi? Ça permet de justifier qu'on n'a pas une atteinte trop importante de teneur en eau. Et surtout, ce sont des données qui sont intéressantes pour un retour d'expérience et pour alimenter toute la démarche de recherche et de développement de Yellow. Quelques mots aussi dans le cas de travaux qui sont réalisés hors ATEX 2KA. Alors, encore une fois, ce n'est pas interdit, hein. Comme vous savez, on peut très bien faire de la technique non courante, mais dans ce cas-là, ça nécessite forcément une étude cas par cas, projet par projet, et des échanges avec les différents acteurs du projet de construction, de rénovation, et notamment le bureau de contrôle et les assureurs. Donc, la paille hachée, aujourd'hui, elle est sous ATEX 2KA, où elle va l'être très prochainement pour une mise en œuvre en mur. Mais c'est également un produit qui est adapté pour d'autres usages, comme on voit présenté ici, en rampant, en plancher bas, en plancher intermédiaire. Voilà. Mais une étude au cas par cas est nécessaire, puisqu'aujourd'hui, la texte de cas ne couvre pas d'autres cas que la mise en œuvre sur des façades. Merci Thomas. Je vais reprendre la suite pour vous présenter rapidement donc, la fabrication de la paille hachée Yellow et ensuite sa mise en œuvre. Si je retrouve ma souris, excusez-moi, voilà. Donc cette paille hachée, ce sont des grosses bottes de paille, donc c'est de la paille qui est collectée au champ en Andin. Donc il faut savoir, donc c'est la coopérative agricole qui est sociétaire de Yellow qui collecte la paille auprès de ses adhérents, donc dans un rayon actuellement inférieur à 20 km autour du site de production pour un volume de 5000 tonnes. C'est donc ces grosses bottes c'est de la paille pressée en andin et qui est ramenée directement du champ au lieu de transformation où il y a un entrepôt de stockage. Et ensuite, toute l'année, ces grosses bottes sont posées sur un convoyeur. Et à partir de ce moment-là, la botte de paille suit un chemin qui commence par passer par un robot qui enlève les ficelles. Ensuite, on va faire le travail inverse de la grosse presse agricole. Et donc, on va défaire la grosse botte, on va défaire ses galettes. Ensuite, la botte et les galettes, en fait, c'est une presse agricole, hein, ça fait des galettes de paille, c'est des coups de piston. Et donc après, il faut décompacter tout ça. Ça passe dans un démêleur qui va décompacter la paille, qui va séparer à cet endroit-là la paille des corps étrangers, que sont les cailloux, les bouts de ferraille, les bouts de bois, mais également les résidus de grains. On peut enlever une vingtaine de kilos de grains par tonne de paille rencontrante. Ensuite, ça va passer dans un broyeur qui est juste ici à côté. Ce broyeur, il va donner la longueur voulue des brins, hein, donc au moyen de grille. Ensuite, c'est tout pneumatique. Ça passe dans un cyclone qui va séparer la poussière de la paille.
puis ça passe ensuite dans un tamis. Ces poussières, ensuite, elles sont extraites, elles vont dans des filtres à manches pour après être revalorisées, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, une fois que c'est passé en cyclone sous cyclone, ça tombe, donc la paille tombe, avec également, il reste des petites fines dedans qui passent dans un dispositif comme celui-ci, qui vient finir de tamiser, qui vibre et qui finit d'enlever les petites fines. Ensuite, la paille calibrée vient dans des silos tampons. Et ensuite, au fur et à mesure, ça alimente une presse ensacheuse, donc qui refait des petites bottes de 15 kg, et autour desquelles la machine vient souder un film. Ensuite, ça fait des petits sacs, ça empile sur des palettes. Donc, c'est tout automatique. Ça vient ranger les sacs sur une palette, ça filme la palette, et un opérateur vient récupérer les palettes filmées, comme vous le voyez ici. Un mot sur l'emballage. Actuellement, la coopérative agricole et une de ses filiales travaillent sur un emballage 100% compostable qui en est à sa 3e version et dont la composition est faite avec la poussière qui est récoltée dans les filtres à manches ici, et donc qui est un sac 100% compostable issu des déchets même produits sur le site. Et notamment, ces déchets, ils passent dans un granulateur qu'on voit ici. Donc, il y a un silo dédié pour stocker toutes les fines. C'est entre 15 et 20% de la paille rentrante qui finit en coproduit. Et toutes ces poussières et ces fines, elles sont comprimées en forme de pellet, comme ici, pour être utilisées pour des bioplastiques, de la litière, de la biomasse énergie, etc. Ça a un très fort pouvoir absorbant et une tonne de granulé remplace quasiment 5 tonnes de paille. Donc en gros, ça veut dire que quand on prend une tonne de paille, les 20% que l'on met en granulé viennent compenser l'export de paille en litière. Et pour les éleveurs, c'est transparent. On retrouve aussi, bien entendu, des cailloux qui, eux, retournent pour faire du remblai, etc. Donc ça, c'est pour la transformation. Ensuite, on distingue 2 modes de mise en œuvre. On a la mise en œuvre par insufflation, on va dire, manuelle. Sur chantier, d'ailleurs, ça peut aussi se faire de cette façon-là en atelier. Et ensuite, on a des mises en œuvre plutôt en atelier avec des tables d'insufflation. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont réservés aux acteurs qui font de l'isolation en atelier, donc du hors-site, qui fabriquent les murs en atelier et puis qui les amènent sur chantier isolés par la suite. Et on va vous montrer un peu plus de détails. Alors, juste sur l'isolation avec les machines manuelles, on va dire, sur site, sur chantier ou en atelier, on a une machine d'insufflation que l'on alimente. La paille circule à travers un tuyau lisse et rentre dans le mur par le biais d'une buse d'insufflation, comme celle-ci, qui se font à décompression, c'est-à-dire qu'elle laisse s'échapper l'excédent d'air, le surplus d'air. Alors, on va tester la qualité de la connexion. Je vais vous montrer une vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube qui est assez courte et je vais la commenter en même temps, voilà, en espérant que ce soit suffisamment fluide, ce dont je n'ai pas trop l'impression, mais au moins ça vous laisse le temps de voir ce qui se passe. Donc, en gros, on voit un opérateur qui branche une buse à décompression et après qui remplit le caisson. Donc, on a la paille qui... alors, j'espère que la vidéo ne saccade pas ma voix, mais qu'on m'entend toujours. Donc, on voit c'est la machine qui pousse la paille et qui vient donc remplir une cavité, donc des caissons, tout ce qu'il y a de plus classique. La machine peut exercer une pression allant jusqu'à 2 tonnes par mètre carré. Et donc, c'est la machine qui vient vraiment densifier la paille dans le caisson. Si on ne tassait pas, par exemple, dans un caisson comme celui-ci, on rentrerait 25 kg de paille. Et là, en tassant, on rentre plus de 30 kg de paille. Donc, il faut imaginer, c'est comme une petite botte, sauf que là, c'est du vrac et on tasse tout ça dans un caisson. Alors ça, c'est pour la mise en œuvre mode sur chantier. Et hop, on va passer à la suivante. Non, bon, la vidéo n'est plus disponible. Je ne sais pas pourquoi. Je vais l'ouvrir vite fait sur YouTube. Elle a dû bouger entre-temps. Hop. C'est Yellow, clac. Et voilà. Et je vais vous la mettre ici. Tac. Donc, ici, on retrouve un mode d'insufflation à plat. Donc, c'est une table d'insufflation qui se pose sur des caissons à plat. Et ça permet de remplir donc, tout type de cavité. Ça va des cavités complètes, des hauteurs complètes de murs,
ou de plancher ou de plafond ou de rampant. Mais ça peut également remplir des petites cavités, comme par exemple des espaces, des allèges ou des linteaux. Également des cavités étroites, par exemple entre une menuiserie et un caisson complet. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'on voit exactement le remplissage et ça maîtrise, ça permet de maîtriser également la qualité et hop là. Pardon, excusez-moi, vous voyez les petits pingouins. Hop. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui. Très bien, merci. Donc ça, c'est pour la mise en œuvre. Et donc, bien entendu, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même un savoir-faire spécifique. Et il faut savoir que la SICK Yellow, oui, c'est bon. Il faut savoir que la SICK Yellow conditionne la vente de pareil à la détention d'un certificat de compétence et un certificat qui s'obtient lorsque l'on a suivi les 2 jours de formation. On a des super formateurs qui ont beaucoup de compétences à partager et à l'issue desquelles il y a un examen qu'il faut réussir et on vous décerne un joli diplôme imprimé sur papier en paille, voilà, avec un numéro de certificat, c'est individuel, ce n'est pas une formation administrative. Et ce numéro de certificat est nécessaire pour débloquer les commandes. Notre filière est une jeune filière qui veut faire bien les choses, mais eh bien, il faut que tout le monde joue le jeu de se mettre au niveau des compétences nécessaires et le meilleur moyen pour cela, c'est de conditionner la vente à la détention d'une formation. Donc ça, c'est pour la formation. Et, ah oui, je précise qu'une formation, excusez-moi, ça lag de partout et je voyais des gens dans la salle d'attente. Donc, hop, on va y arriver. Et donc, il y a également une formation prescripteur qui sera prête prochainement, on espère cet été, à destination des architectes, des bureaux d'études, avec des contenus pour vous apprendre les tuyaux, les bons tuyaux pour prescrire correctement la paillage chez Yellow, connaître, savoir comment optimiser les temps de mise en œuvre, les préparations de chantier, la qualité, etc. Donc, voilà, donc ça c'était pour la formation. Ah oui, on vous a mis dans le support hein, qu'on vous partagera, on vous a mis également quelques dates de formation à venir. Et puis ensuite, hop, ah oui, donc ce qu'on propose également, c'est de l'accompagnement. Donc, il est possible que 2 jours de formation ne soient pas suffisants pour que vous vous sentiez à l'aise pour commencer un premier chantier. Et pour cela, on propose une journée d'accompagnement. Hein, donc, c'est une prestation qui coûte 800 € par jour, mais où l'un de nos experts ou formateurs vous accompagne au lancement de votre premier chantier, vous aide à bien régler la machine, faire des essais dans un caisson de test, mettre en place une démarche qualité, notamment vérifier des fiches d'autocontrôle, etc. Aussi bien sur chantier qu'en atelier. D'ailleurs, la formation, je le précise, est une formation qui apprend à maîtriser les réglages de machine et à s'adapter à tout type de situation, mais elle n'est pas exhaustive et elle peut ne pas être adaptée si vous avez des conditions très particulières, comme par exemple l'insufflation avec des tables d'insufflation en atelier. Ces sujets-là ne sont pas vus en formation et ça peut se faire dans le cadre d'une journée d'accompagnement. Et ça permet d'obtenir, si toutefois la formation n'est pas suffisante, l'autorisation de commander. Alors la suite, donc c'est la commercialisation et la distribution. Alors c'est assez simple. Yellow a 2 modes de distribution, soit en direct, soit via des partenaires, des distributeurs, des négoces de matériaux écologiques ou des coopératives d'achat, etc. pour les charpentiers. Il faut savoir que notre objectif, il est d'éviter d'avoir un tas de camions qui partent du site de production et ce n'est pas non plus notre savoir-faire de faire du détail. Donc, nous avons soit des livraisons en semi-complète, hein, on va dire c'est plutôt pour les gros clients qui
auront d'ailleurs peut-être de la distribution en vrac à un moment. Mais sinon, la grande majorité passe par des distributeurs négoces. C'est un réseau qui est en cours de constitution. Et donc, ça va très vite arriver sur notre site internet, tous leurs contacts. Mais le but est de pouvoir s'approvisionner auprès de son distributeur local en matériaux écologiques qui, lui, saura s'adapter à vos besoins de livraison, de prêt ou de location de machines et vous faire du détail à la palette, voire au sac. Voilà, ça, ce sont des choses que l'on ne fait pas. Exceptionnellement, on livre des volumes plus petits en ce moment, mais l'objectif, il est vraiment d'aller vers ce fonctionnement en complémentarité. Enfin, chacun son expertise, son savoir-faire. Nous, ça n'est absolument pas notre expérience et notre expertise de gérer de la livraison et du transport. On n'est pas outillé pour ça. Donc, c'est vraiment ce réseau de distributeurs sur lequel on va s'appuyer. L'objectif, hein, bien entendu, donc Yellow, c'est un outil au service des territoires. C'est pas, le but n'est pas de faire des méga usines hein, qui rayonnent sur toute la France, mais bien des usines à taille humaine, on va dire, en tout cas à des échelles qui garantissent une pérennité économique aussi bien pour les agriculteurs qui portent l'outil de transformation que pour permettre la mutualisation et les économies d'échelle sur les territoires. Et l'objectif est bien d'avoir des sites de production un peu partout, là où on trouve à la fois un gisement en paille suffisant, un gisement excédentaire par rapport aux besoins locaux, l'élevage par exemple, et des marchés à proximité. Donc Châteauroux, que je cite souvent comme exemple, une bourgade très sympa, mais où le moindre camion de paille devrait faire 100-150 km pour aller soit au nord, soit au sud, pour rencontrer son marché. Donc ça, c'est pas forcément pertinent. Donc on va plutôt se rapprocher des grandes agglomérations qui sont entourées de bassins céréaliers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des développements en cours en Normandie, en Haute-France, en Grand Est, un petit peu dans la Côte d'Or, du côté de Dijon. Voilà, les premiers contacts et un petit peu autour de la région parisienne. Donc à venir d'ici 2-3 ans. Et donc, ça, c'est l'objectif d'ici une dizaine d'années, c'est de pouvoir fournir tout le marché avec de la paille qui vient le moins loin possible des chantiers. La distribution actuellement se fait exclusivement en sac de 15 kg sur palette, filmé. Donc un format très classique hein, pour les matériaux isolants. Et on travaille d'arrache-pied, enfin en tout cas ça ne va pas tarder à commencer, pour proposer du transport zéro déchet, c'est-à-dire sans sac, sans palette, par le biais de transport pneumatique ou autre. Il y a plein de pistes en cours d'étude. Et il faudra attendre encore une année et demie avant de voir les premiers prototypes de livraison en vrac. Le prix, donc on vous présente un prix qui est indicatif. Bien entendu, le prix juste, c'est celui naturellement que vous allez trouver auprès de votre fournisseur, mais surtout celui qui va être la réalité de l'opération en cours, à savoir est-ce que c'est du chantier sur site, est-ce qu'il y a de la sous-traitance, pardon, est-ce que tout est bien conçu, est-ce que les tailles de caissons sont optimisées pour être décomprimées, est-ce que ça va se remplir vite ou pas, au contraire. Est-ce que c'est de la mise en œuvre en atelier, donc on a tout à portée de main, on ne perd pas de temps, c'est tout optimisé? Est-ce que c'est un premier chantier où on n'a pas d'expérience ou alors on a beaucoup d'expérience, on va 4 fois plus vite que la moyenne parce qu'on a déjà pensé à tout? Voilà, un prix, il n'a de réalité que dans une situation donnée, avec des acteurs donnés, avec une expérience. Voilà, un acteur qui n'est pas formé, qui n'a pas d'expérience, va peut-être avoir besoin de facturer 70 € du mètre carré pour gagner sa vie, là où les gens formés, expérimentés, s'en sortent très bien à 30 € du mètre carré fourni posé. Donc c'est vraiment, retenez ça, un prix, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne creuse pas jusqu'au bout, si on ne tire pas la ficelle pour en maîtriser tous les tenants aboutissants. Alors, on va vous présenter quelques références. Donc, le premier projet sous ATEX de KB, donc le restaurant universitaire Champlain à Poitiers. Donc, c'est un projet maîtrise d'ouvrage Crous de Poitiers avec l'agence Duclos, Arcabois, Climat Conseil et une super équipe voilà, de maîtrise d'œuvre. Vous avez, donc c'est un peu petit, mais peut-être vous voyez le détail des équipes. Entreprise Merlot pour la mise en œuvre et donc ce projet aujourd'hui est livré. C'était des travaux en site occupé. Les travaux en question étaient de l'ITE sur le rez-de-chaussée et de la FOB, remplissage paillé
à l'étage. Donc, c'est un projet qui s'est fait rapidement. Alors, les mieux placés pour en parler sont les maîtres d'ouvrage, même la maîtrise d'œuvre, mais ce projet a beaucoup de bons retours, fait l'objet de beaucoup de visites. Voilà, alors il ne fait pas encore de la concurrence au Futuroscope, mais ça pourrait être le cas. Et ce bâtiment a des économies d'énergie substantielles. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je vous invite à vous renseigner sur ce projet qui a pas mal de communication et de documentation à disponibilité. Un autre projet où on était aujourd'hui justement, donc c'est le lancement de l'isolation de la maison de l'habitat à Périgueux. Donc c'est un bâtiment qui a 4 niveaux de rez-de-chaussée, donc 5 étages, et pour lequel donc on a un noyau assez classique, hein, poteau béton, plancher béton et des façades bois remplissage paillaché. Donc c'est des murs préfabriqués en atelier mais remplis sur site par l'intérieur. Donc vous voyez une coupe sur le côté. Donc le chantier démarre juste et ce projet a fait l'objet d'un index de KB également. L'éco-quartier de Bongraine, alors peut-être je peux te laisser en parler, Florian, tu le connais très bien ce projet? Alors oui, quartier de Bongraine, donc c'est 800 logements l'éco-quartier de Bongraine avec des îlots logements collectifs et des lots à bâtir. Sur les logements collectifs, cet îlot, l'îlot Azuré, c'est le premier en termes de planning, disons. Donc c'est 70 logements environ, avec 3 maîtrises d'ouvrage publiques et privées, et une assistance et maîtrise d'usage aussi, c'est de l'habitat, enfin, c'est de l'habitat participatif. Et ce projet, donc, c'est un squelette béton avec des façades ossature bois. Et pour la petite histoire, c'est un projet qui est passé en commission bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine, et c'est le premier projet qui a été reconnu niveau or en région. Voilà. Avec de la paille hachée comme innovation, bien entendu. Voilà. Super, merci Florian. Et le dernier projet, pour finir sur les exemples d'opérations, donc celle-ci, c'est à ma connaissance le premier projet qui a mis en œuvre de la paille hachée en France, dont je suis bien placé pour en parler en tant que maître d'ouvrage. Donc c'est des rénovations à Limoges, donc c'est 2 bâtiments, l'un qui est daté de 1620, quelque chose comme ça, et l'autre qui était déjà sur les plans, les archives ont retrouvé des plans qui datent de 1500 et quelques, dont on ne connaît pas l'âge exact. En tout cas, ce sont des bâtiments très anciens en secteur sauvegardé, quartier historique de la cathédrale à Limoges. Et donc aujourd'hui, l'un des deux est terminé et occupé. L'autre est en cours de finalisation. Ces bâtiments, donc, ce sont des bâtiments qui n'ont pas pu être rénovés par l'extérieur. Donc ils ont eu une isolation thermique intérieure avec de la paille hachée partout. Pour le coup, c'est un peu le projet Crash Test qui a permis de lancer la filière paille hachée, en tout cas le projet Yellow. Et donc, on retrouve un peu plus de 35 tonnes de paille hachée dans les planchers, dans les plafonds, dans les rampants, dans les combles et jusque dans les enduits. Donc, on a eu un peu à toutes les sauces. Et donc, après 1 an de fonctionnement, en tout cas sur les appartements, on a une consommation énergétique pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la ventilation. Et je précise une consigne à 21 degrés et pas 19 réglementaire, qui est inférieure à 21 kWh par mètre carré et par an, pour des bâtiments qui, bien entendu, ne bénéficient d'à peu près aucun apport solaire. Donc, la performance vient d'ailleurs. Et donc, ça a permis de démontrer que la paille hachée est une solution pertinente pour réhabiliter du bâti très ancien, au-delà de ce que la littérature nous dit quelquefois, avec des limites de 5 ou 8 cm pour éviter des problèmes d'humidité. Et les capacités capillaires perspirantes et durables, résilientes vis-à-vis de l'humidité de la paille hachée, enfin de la paille en tout cas et des biosourcés, permet de faire changer d'étiquette, en tout cas, parce que c'est un petit peu le sujet du moment aussi, le DPE. Il faut savoir que le DPE de ces bâtiments est classé est classé A, alors qu'il était probablement G, si toutefois les précédents avaient pris la peine de faire un DPE. Sachant qu'ils n'ont pas pris en compte ni les récupérateurs d'énergie sur eau grise, ni les murs chauffants,
ni les fenêtres pariétodynamiques. Voilà. Donc, malgré l'absence de prise en compte de ces paramètres-là, ça a quand même permis d'avoir un DPE classé A. Donc, c'est possible. On peut réduire significativement à 98% de réduction des consommations d'énergie de ces bâtis anciens avec des techniques naturelles, avec des techniques durables et bien entendu du confort. Pour terminer, et alléluia, je crois qu'on va réussir à finir dans les temps, ce qui est un exploit. Ça veut dire que je n'aurais pas été trop bavard pour une fois. On vous met en fin de diapo quelques ressources, donc là sur la durabilité. Bon, il y a des lectures très intéressantes, mais franchement, je vous conseille la thèse de Yacoub Bouyan, qui est passionnante sur le comportement de la paille et de l'humidité. Et ensuite, bon, on vous a mis quelques photos de chantiers de réalisation qui vous permettent de vous faire un petit peu une idée. Donc, on va retrouver des ITE, comme ici le siège de la CAPEB à Limoges, qui a été isolé en ITE paillaché, où on voit donc une façade préfabriquée fixée et où ensuite le pare-pluie fibre de bois rigide a été mis en œuvre sur chantier et de l'insufflation réalisée sur chantier. Des planchers, donc le syndicat des énergies de la Haute-Vienne, le projet Kyoto à Poitiers, donc une salle de classe, des bâtiments au sein du lycée Kyoto à Poitiers. Et puis là, des machines. Voilà, donc on a essayé pas mal de marques et de modèles différents. Donc c'est des machines du commerce, et donc y compris un état de l'insufflation pour les industriels. Ce sont des procédés qu'on a validés chez les fabricants. Donc ici en Suisse chez Isofloc et ici en Allemagne chez Xfloc. Voilà, avec leur matériel. Et donc on trouve une panoplie de solutions. On est marié avec personne. Vous voyez beaucoup de rouge. On a eu la chance et l'occasion d'essayer pas mal de Xfloc qui marchent très très bien, mais aussi d'autres marques peuvent faire l'affaire. Des exemples de composition de parois. Bien entendu, une SIC n'est rien sans ses sociétaires. Donc, si vous êtes sensible à la démarche et que vous reconnaissez dans la vision et l'ambition, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et à devenir sociétaire. Tout est expliqué ici et vous trouverez tout sur le site internet. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier les présentateurs et vous toutes et tous pour votre écoute attentive. Et puis, les questions sont nombreuses. On va essayer d'y répondre dans l'ordre. Alors, Florian, Thomas, est-ce que vous avez suivi l'ordre des questions? Vous voulez faire poseur de questions ou je m'en occupe? Oui, on peut faire ça. Donc, on les prend dans l'ordre et puis on voit qui répond. Donc, il y avait une première question sur le fait de ne pas trouver la texte sur le site du CSTB. Alors, c'est normal, on l'a dit, Florian l'a répété. La texte de cas n'est pas encore publiée. Donc, ça sera le cas normalement avant l'été. Voilà. Il y avait une question sur la fiche FDES, on y a répondu également. C'est en cours la fiche FDES, oui, c'est ça. Le lambda 0049 ne sera réellement validé qu'avec votre ACERMI? C'est une question. C'est l'objectif, en tout cas. Être pénalisé par des facteurs de majoration et parce qu'on ne peut pas revendiquer une conductivité dans une ATEX. Voilà, pour les études thermiques réglementaires, c'est vrai que le fait d'avoir une valeur certifiée ACERMI permet de ne pas se poser de questions à ce sujet-là. On peut l'utiliser directement dans les calculs réglementaires et reviendra notamment. Oui, je n'ai pas répondu à ça. Sur quelle durée la vérification du non-développement fongique devra être effectuée? Donc, c'est sur une durée de 5 ans, à raison de 2 prélèvements les 3 premières années et un prélèvement par an les 4e et 5e années. Est-ce que le fichier matériaux sera-t-il disponible sur le logiciel Woofy? Alors non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. S'il y a besoin de faire des études spécifiques sur Woofy en y intégrant la paille hachée, il faudra demander à Yellow pour qu'on vous communique les données spécifiques du matériau paille haché. Juste pour compléter, Thomas, dans le cadre des 2 dossiers d'ATEX de KB, on a fait réaliser par le CSTB des calculs hygrothermiques avec Woofy pour justifier de l'absence de risque.
Et dans le cas de latex de KA, on l'a fait avec de nombreuses configurations de climat, de parois, pour justifier également l'absence de risque. Et ça, c'est ce qu'on est en train de compléter pour rassurer l'ensemble des experts de la commission latex, pour démontrer que lorsqu'on respecte les règles des DTU 31.2 et 31.4 sur l'ESD et sur la composition des parois, on ne génère pas de risque complémentaire avec la paille hachée. Parce qu'il y avait une question aussi justement sur les types de pare-pluie et freins à vapeur. On applique, alors ça sera résumé dans le dossier latex, mais on applique les préconisations des règles de l'art, c'est-à-dire des DTU avec la règle du facteur 5, ou la règle du 18 mètres, ou des 57 mètres, si je ne dis pas de bêtises, quand on est en climat très froid ou en haute montagne. C'est ça. En fait, la texte 2K préconise pas des références produits. Il suffit de se conformer effectivement au DTU 31.2, 31.4 sur ces sujets-là. Après, il y avait une question sur les machines d'insufflation. Je crois qu'Eddy a répondu. Ce sont les mêmes que pour la ouate de cellulose. Par contre, il faut des machines puissantes. Donc, il y a des seuils de machines qui sont préconisés dans la texte. Voilà, mais ça reste des machines du commerce qui sont utilisées également pour la ouate. Sur le tassement, il y a eu des essais en laboratoire, notamment au CSTB, pour justifier l'absence de tassement. Et ça revient à ce que disait Nicolas sur la formation. C'est nécessaire d'être formé pour bien mettre en œuvre la paille hachée, parce que si elle est mal mise en œuvre avec une densité trop faible, là, dans ce cas-là, il peut y avoir des risques de tassement. Si c'est bien mis en œuvre, le tassement par choc, vibration a été validé le tassement par vibration a été validé en laboratoire. Il y a une question sur le volume de production annuel en 2023 et la prévision pour les années à venir. Nicolas, peut-être? Oui. Alors sur 2023, enfin actuellement, on a 5000 tonnes en stock. On va maintenir les mêmes prévisions pour l'année prochaine. On prévoit 8000 tonnes pour donc, la saison d'après, 2027. Par contre, on ajustera à faire des prévisions sur un produit nouveau, sur un marché en développement, c'est assez complexe. Donc l'objectif, il est d'atteindre la capacité de faire 10% de part de marché à partir de 2030. Mais ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas une volonté propre, c'est selon les territoires. Si les territoires souhaitent s'approprier l'outil et devenir producteurs également. Voilà. Donc ça dépendra de la dynamique globale pour atteindre ces niveaux-là, mais pour l'instant, on est à 5000 tonnes. Et il y avait une question sur les tailles maximum de caissons. Alors, oui, bonne question. Il y a effectivement des tailles. La hauteur maximum, c'est 3 mètres pour un caisson. La plage d'épaisseur, c'est entre 95 et 330 mm. Et la largeur, c'est entre 80 et 600 mm. Est-ce que le procédé d'ITE ou ITI en paille hachée en rénovation peut être éligible au C2E? Peut-être je peux dire un mot là-dessus. On a eu plusieurs projets qui en ont fait l'objet, dont les miens. Donc oui, dès lors que l'on peut justifier de l'atteinte d'une résistance thermique par le biais de PV de lambda, de conductivité thermique, c'est éligible au certificat d'économie d'énergie. Le Crous Champlain en a bénéficié, les rénovations à Limoges également. Donc a priori, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de difficulté. L'expérience nous a montré que c'était possible. Tu peux peut-être enchaîner en décrivant les avantages de la FI par rapport à l'isolation en botte, à part le choix de l'épaisseur. Alors, chaque matériau a ses faiblesses et ses inconvénients, bien entendu. L'avantage par rapport à la botte, ça va être la plasticité, effectivement, le fait que ce soit un matériau vrac. Il s'adapte à toute épaisseur et toute forme de cavité. C'est aussi naturellement beaucoup moins physique. C'est la machine qui fait l'effort. Alors, c'est un peu triste à dire, mais on est de moins en moins enclin à faire des efforts, quels qu'ils soient. Et du coup, là, c'est vraiment simplifier le travail physique et simplifié par la machine qui, elle, de ses petits bras, pousse jusqu'à 2 tonnes par mètre carré. Donc, voilà, entre autres, mais ça va être surtout là. Après, l'inconvénient, c'est que la paille hachée n'est pas support d'enduit.
Et donc, dans les situations où vous voulez un mur isolant et support d'enduit, la botte reste indétrônable. Pouvez-vous revenir sur la slide de composition de parois? Est-ce qu'on peut la réafficher? Il y aura peut-être une question. Ou alors c'était peut-être simplement pour la voix, mais on peut peut-être le décrire rapidement, les 4 configurations qui sont présentées là. Tu veux prendre la main, Florian, sur la présentation? Je ne sais pas si peut-être la personne peut préciser sa question, mais ce qu'on voit dans les compositions de parois, il y a la façade ossature bois avec un mur existant ou pas. Il peut y avoir une membrane par vapeur souple ou un panneau à base de bois qui fait barrière à la vapeur d'eau type OSB. Et côté extérieur, on peut avoir un pare-pluie rigide type fibre de bois, type écran thermique qui fait également office de pare-pluie, type panneau laser défense. Voilà, donc on a fait figurer différents types de composition de parois, mais sachant que les règles de dimensionnement et de conception doivent rester identiques à ce qu'on voit dans les DTU. On faisait aussi figurer la possibilité d'insuffler par l'intérieur ou l'extérieur. Excuse-moi, Thomas, je t'ai coupé. Oui, non, je disais par contre ce qui sera écarté dans le cadre de la texte 2KA. Dans un premier temps, en tout cas pour cette première texte, c'est les revêtements extérieurs de type enduit sur isolant. Voilà. Donc on est simplement sur des revêtements extérieurs de type bardage avec lame d'air ventilée. Oui. Bois ou métal, peu importe, mais avec lame d'air ventilée. Pas d'éthique dans le domaine d'emploi actuellement. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas permis plus tard, mais en tout cas dans cette première version de la texte, ce n'est pas le cas. La formation prescripteur est-elle déjà obligatoire et sera-t-elle intégrée aux prochaines formations ProPaille? Alors, elle n'est pas obligatoire, elle est optionnelle, hein, c'est un complément. Il y a des échanges en cours, effectivement, pour voir aussi bien la formation mise en œuvre que prescripteur, si toutefois elle peut s'ajouter en tant que module ProPaille, mais on n'en est pas encore là. Il y a un petit chemin pour fiabiliser et professionnaliser, enfin en tout cas amener ces formations à la hauteur de nos exigences. Donc on va d'abord l'expérimenter avant de l'intégrer à un module ProPaille. Une question sur la filière régionale. Quand peut-on imaginer avoir une filière régionale, machine, quelle quantité il faudrait employer pour débloquer une fabrique région par région? Alors, c'est une bonne question. On aimerait effectivement que les quantités soient les plus petites possibles pour permettre le circuit court le plus court possible. Cependant, dès lors que l'on parle d'industrialisation dans le sens rationaliser, homogénéiser, etc., et surtout faire de la qualité, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ne serait-ce qu'un dispositif de dépoussiérage efficace, ça fait à lui tout seul la taille de 2 camions. Et ensuite, les investissements apportés, que ce soit pour transformer 100 kg de paille par jour correctement ou 100 tonnes, à peu de choses près, le ratio il n'est pas de 10, il est bien moindre, et donc les économies d'échelle se font dès lors qu'on atteint des volumes un petit peu importants. Donc aujourd'hui, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut plusieurs milliers de tonnes, hein, on estime à 4 à 5 000 tonnes le besoin par territoire en termes de marché pour justifier de l'installation d'une ligne de production. Alors, je précise quand même, on recherche, on regarde l'existence de sites industriels de transformation de paille qui font déjà de la paille pour l'élevage et qui pourraient être à frais maîtrisés, à moindre coût, optimisés pour faire de la paille pour le bâtiment. Ça nous éviterait de refaire des sites de production, ça serait beaucoup plus pertinent. Et il y en a aujourd'hui un certain nombre. Donc, on commence à dialoguer avec ces acteurs-là, mais il faut leur assurer aussi en face une capacité d'amortissement de leurs investissements. Et donc, il faut quand même un petit peu de volume, plusieurs milliers de tonnes. Voilà. Alors, je vais enchaîner là sur les contrôles de tassement après insufflation. Donc ça, c'est décrit dans la fiche
de chantier, il y a une fiche de contrôle avant le chantier, pendant et après le chantier. Donc avant le chantier, il faut faire un caisson test où on calcule le volume de la cavité à insuffler et on calcule le nombre de sacs. On insuffle et on vérifie en fonction du nombre de sacs si on a bien insufflé la quantité suffisante de paille. Voilà, ça c'est décrit. Et ensuite, il faut le faire sur la phase chantier et remettre au maître d'ouvrage une fiche de fin de chantier. En fait, ce qui est important par rapport au tassement, c'est d'assurer qu'on a la bonne masse volumique. Puisque après, on a, dans le cadre de l'ATEX de K notamment, et puis dans les ATEX de KB, on a fait faire des essais en laboratoire de tassement par vibration, où en fait, un caisson est rempli et est soumis à différentes vibrations, et on a montré que aux masses volumiques préconisées, on n'avait pas de tassement. Donc c'est vraiment ce qui est important, c'est d'assurer qu'on atteint bien la masse volumique cible. Il y avait une question sur les tables d'insufflation. Est-ce qu'il faut des formats particuliers pour les caissons? Alors Nicolas, peut-être tu peux y répondre. Oui. Alors non, c'est l'avantage de ces appareils-là, c'est que en fait, il faut imaginer dessous, c'est totalement plat et c'est un petit peu matelassé. Et il y a 6 buses en standard qui sortent et on peut piloter chacune de ces buses pour en activer une ou plusieurs. Et ça permet vraiment de s'adapter à toute taille de caisson dès lors qu'ils font au moins 10 cm de large. Et après, en longueur, c'est vraiment fait ce qu'on veut. Alors, même si toutefois les caissons dépassent la longueur standard, ou si c'est toujours le cas, les fabricants savent faire des tables sur mesure plus longues, qui pourraient faire 4, 5 mètres, avec 7, 8 buses. Donc, en standard, ça correspond à peu près à tout ce qu'on peut faire sur des murs qui font jusqu'à 3 mètres 20 ou 30. Je ne sais plus quelle est la largeur d'une table, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et puis en hauteur. Et puis en largeur, on peut remplir des murs qui font, ça va être 10 cm de large jusqu'à 80, voire un peu plus, 90. Et en profondeur, une porte. Après, il y avait une question sur les bardages ventilés. Alors, la question, c'est vous avez parlé de tous les bardages ventilés. Or, sur latex en cours, n'apparaît que le bardage bois et métallique. Latex en cours, donc celle dont vous parlez, j'imagine que c'était latex du Crous de KB sur laquelle on avait effectivement du bardage métal et du bardage bois. Là, dans latex de KA qui n'est pas encore publié, ce sera tout type de bardage ventilé qui répondent aux règles de l'art des DTU et des bardages. Ensuite, quelle perspective pour la paille hachée dans le sud? On est loin des plaines céréalières. Nicolas? Alors oui, eh bien, le sud est composé de régions et territoires magnifiques, mais hélas, beaucoup moins de dynamisme en construction durable, en tout cas à l'échelle de nos filières. Enfin, en tout cas, les gens le sont probablement, mais le communiquent peut-être un peu moins. Mis à part la filière paille de riz qui est assez dynamique, avec notamment la valorisation de la balle de riz. Mais avec une paille qui reste à valoriser, où il y a eu des tentatives. Je pense que c'est intéressant de poursuivre les études. Alors, je ne vois pas la question, je ne sais pas qui l'a posée. Vincent Grégoire. Du coup, aux acteurs du Sud de prendre contact avec nous et on sera ravis de permettre au territoire du Sud de mettre un pied dans la construction durable de façon plus visible. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, toute la moitié nord, on va dire au nord de Limoges, est assez active. Et quand on regarde la carte de France, des gens que l'on forme, des territoires voilà, où il y a des projets, etc., c'est rarement au sud, en fait. Pourtant, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la paille hachée, comme les autres biosourcés denses, est très efficace pour avoir un bon confort d'été. Donc, ça a toute sa place dans les territoires du sud. Mais il y a vraiment une autre vitesse, en tout cas ce que l'on constate aujourd'hui. On sera ravis de donner tort à ce constat. Il y a une question sur l'application des éthiques. Donc, on l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, on ne le revendique pas dans le domaine d'emploi. Les éthiques sont très observées par notamment l'agence qualité construction pour le suivi d'absence de risque de sinistre. Et donc, ça demande beaucoup de justification sur les transferts hygrothermiques et sur les règles de mise en œuvre. Donc, aujourd'hui, on n'a pas
pour plancher ce chantier. Pas vraiment de réponse à vous donner pour l'instant. Est-ce que le déversement manuel est possible sans machine, par exemple sur plancher de comble? Alors c'est possible de le faire physiquement, par contre, c'est pas couvert par la taxe en cours. C'est pas dans le domaine d'emploi qui est revendiqué actuellement. La hauteur maximale autorisée, alors j'imagine que c'est celle des cavités. On l'a dit tout à l'heure, c'est 3 mètres. Et pour les bâtiments, c'est 28 mètres, comme pour les DTU, si c'est ça la question. Ouais. Alors, ma question porte sur la composition du mur existant. Est-ce que tous les murs existants sont compatibles? Alors non, tous les murs qui comportent des remontées capillaires, des traces d'humidité, tous les risques de présence d'eau ne sont pas compatibles avec l'isolant biosourcé et la non traité. Donc il y a un vrai diagnostic de l'existant à faire. Peut-on insuffler au travers d'un film tramé frein vapeur ou par pluie? La réponse est oui, et ça sera inclus dans le domaine d'emploi de la texte de CAA. Insufflation depuis l'intérieur derrière un pare-vapeur. Et peut-être pour compléter, on précise dans le latex les caractéristiques minimales des membranes en termes de tenue à l'allongement, horizontal, vertical, déchirement, parce qu'il faut des membranes qui soient suffisamment robustes pour accepter la pression de l'air lors de l'insufflation. Dans le latex, c'est ce qu'un panneau type OSB avec un SD connu peut faire office de pare-vapeur, comme on peut le faire selon les règles ProPaille avec un ferme à sec côté extérieur. Alors, pour ça, on se conforme en fait aux règles des DTU 31.2 et 31.4 pour les murs ossature bois et les façades. Et donc, il y a deux possibilités par rapport à la gestion de transfert de vapeur d'eau. Soit on met en place un pare-vapeur avec un SD de 18 mètres, ou alors on respecte la règle dite du facteur 5, où il faut côté intérieur une barrière qui fait office de frein à vapeur, donc ça peut être un panneau bois par exemple, qui a un SD 5 fois plus important que le SD côté extérieur. Voilà, donc il y a ces deux possibilités qui sont ouvertes dans le cadre de la texte comme pour les DTU. Le domaine d'application prévoit aujourd'hui une épaisseur max de 30 cm. L'extension du domaine d'application envisagée pour du 36 cm et plus. Alors oui, le domaine d'application est envisagé jusqu'à 33 cm. À 33 parce que c'est quand on a fait le test de tassement au CSTB, on était exactement à 327 mm parce que c'était l'épaisseur de leur caisson. Donc, si on voulait aller plus loin, il faudrait qu'on refasse un test de tassement. Donc, cette ATEX, elle évoluera peut-être dans le temps. On a la possibilité de faire des révisions d'ATEX, donc en fonction des développements qui vont se poursuivre côté Yellow, l'ATEX pourra être révisée à voir. Après, ça dépend aussi des opportunités, du nombre de projets, mais c'est possible. Après, il y a une question sur les assureurs. Quels assureurs vous suivent? Alors, donc, assurance fabricant, j'imagine, parce que sinon, il y a soit la dommage ouvrage, soit la décennale, mais là, j'imagine que c'est assurance fabricant. Donc, ça, c'est plutôt pour toi, Nicolas. Ouais, bah, si c'est l'assurance fabricant, effectivement, nous, c'est une RC fabricant. On n'est pas soumis à la. Comment ils appellent ça déjà? EPERS. La décennale. Et ni la décennale. Donc, c'est Pacifica, qui est l'assureur de notre banque également. Voilà. Alors la question a été précisée, en fait, la question portait sur la décennale, mais pour Yellow, il n'y a pas de décennale, c'est plus du côté des entreprises. Donc je pense que la question, c'est de savoir s'il y a des assureurs qui assurent les entreprises. Oui, alors à peu près tous, parce qu'on voit effectivement, même on avait des idées reçues, mais certains nous ont prouvé en fait, c'est vraiment une question de confiance et de relation avec son assureur. Donc aujourd'hui, que ce soit AXA, que ce soit SMA, que ce soit des petits courtiers, enfin des petites assurances locales, même certaines des fois qu'on ne connaissait pas. Le but, c'est de rentrer en relation avec eux et de dialoguer. Après, si vous avez besoin d'arguments, il ne faut pas hésiter à venir vers nous. Mais il y a des assurances et nos clients sont que des professionnels.
Donc c'est voilà, de 1 à Si de toute façon 60%. vous êtes si de toute façon vous êtes en technique courante, que vous suivez les prescriptions de latex, il y a quasiment a priori pas de sujet d'être rassuré en tant qu'entreprise. Ouais, le sujet, c'est vraiment quand vous mettez en œuvre la paille hachée dans des situations où c'est hors technique courante, c'est là où ça devient un peu sport. Et n'hésitez pas à venir vers nous dans ces cas-là pour avoir un peu d'argumentaire. Mais dès lors que c'est en technique courante, en principe, il y a quand même assez peu de sujets, sauf si vous débutez, où là, vous avez une problématique d'ordre général avec les assureurs bien souvent. Quel est le problème avec une paille hachée mal dépoussiérée? Eh bien, c'est surtout de l'inconfort en fait. Alors tout dépend enfin, c'est comme le poison est dans la dose, hein. Tout dépend de la proportion et de quoi on parle. S'il y a beaucoup de poussière, ça peut avoir un impact sur le comportement de la paille, le tassement, etc. Mais ça, on n'est pas. Enfin, en tout cas, avec la paille hachée Yellow, ça fait longtemps qu'on a réussi à résoudre de telles proportions de poussière. Par contre, aujourd'hui, il peut y avoir encore un peu de poussière volatile, notamment selon le type d'équipement que vous avez. EPI obligatoire, hein, comme pour tout isolant, mais il peut y avoir un peu de poussière qui vole au moment où on vide le sac de machine. Et les fabricants proposent des systèmes d'aspiration qui sont reliés sur la machine directement en circuit fermé, et ça élimine en très grande partie ces risques-là. Donc c'est vraiment une question de confort, la poussière. On est très conscient que c'est très important pour les applicateurs et on est engagé à la réduire au maximum. Et vous allez voir, un jour, on fera une paille sans poussière. Mais voilà, c'est vraiment aujourd'hui le sujet, c'est le confort et bien entendu, les personnes avec des voies respiratoires fragiles ou des problèmes d'asthme, etc. Ça reste une poussière, quelle qu'elle soit, hein, même si elle n'est pas toxique, etc. La poussière, c'est mauvais. Donc il faut se protéger avec des EPI adaptés. Il y avait des questions auxquelles tu as répondu directement, Nicolas. Et il y en a une, c'est sur un annuaire des entreprises qui ont la certification de mise en œuvre, donc qui ont été formées Yellow. Sur le site. Oui, Aussi je de vois Yellow. une question ici sur les épaisseurs de 360. Est-ce qu'on a essayé des insufflations à 360? Alors, pas avec les tables. Par contre, avec les machines, je vois X-Floc, on a dû déjà faire du caisson de 360, Oui. même un peu plus, je crois. Oui. On a dû aller jusqu'à 400. Donc, en fait, ça marche jusqu'à 400 d'épaisseur, mais ce n'est pas couvert pour les raisons que Florian a expliquées. Mais ça fonctionne, voilà. Et ensuite, au niveau des annuaires des entreprises, alors, il y a l'annuaire des sociétaires Yellow qui est téléchargeable sur la page d'accueil du site internet yellow.coop. Je vous remets dans le chat. Alors, le .coop, attention, de coopérative. C'est pas banal, mais notre .coop, on en est fiers. Donc là, on trouve effectivement l'annuaire des entreprises sociétaires. Et donc, vous voyez également via un petit macaron s'ils sont formés ou pas. On met à jour au fur et à mesure où ils forment du personnel. Et puis, on met à disposition également, notamment pour les maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre, un annuaire des professionnels formés qui est sur le site maintenant. Alors, voilà. Bon, on me souffle à l'oreillette qu'il est désormais sur le site internet. Voilà, je suis moi-même plus très à jour. Excusez-moi. Et donc, vous trouverez également sur le site internet l'annuaire des entreprises formées par département ou à minima par région. Mais je crois qu'on a mis les numéros de département. Oui. Voilà. Alors, il n'est pas encore 6h30. On a déjà fait le tour des questions. C'est extraordinaire. Je suis sûr que vous en avez d'autres. On ne peut pas être si efficace. Bon, cela dit, il y avait beaucoup de questions complémentaires. C'est très bien. N'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole si vous voulez vous exprimer. On est bien niveau timing. Voilà, j'espère qu'on a frustré personne, qu'on a répondu à toutes les questions, que nous avons déçu personne non plus. Nous faisons tous et toutes de notre. Tu as une main levée. Ouais, Ah oui. par rapport à la paille de riz haché, parce qu'on serait en capacité d'en produire justement en Camargue. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus ou pas?
Alors, on n'a pas encore travaillé là-dessus et vraiment notre démarche, c'est pas nous qui allons aller les démarcher, c'est à eux de venir nous proposer de travailler ensemble. Et ils peuvent nous envoyer des bottes de paille, d'ailleurs à Poitiers, on peut essayer déjà pour voir comment ça se comporte. Et si ils ont envie, après, c'est à eux de porter un site collectivement et une dynamique locale. Il n'y a pas de franchise, voilà, c'est pas du tout notre modèle. Donc nous, on partage dans le but, c'est de mutualiser les connaissances, les savoir-faire. Et si la paille de riz peut s'inscrire dans la continuité de la TEX ou dans un avis technique, après, il est mutualisé, ils en bénéficient aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, les échanges sont. Il y en a quelques-uns avec notamment les gens de Bâtir en Balle, mais il faut poursuivre. Nicolas, il y a une question sur. Bonne question, qu'est-ce qu'il nous reste comme travail avant l'apparition de la TEX? Ce qu'ils nous ont demandé, c'est de compléter quelques études WOFI sur le transfert hygrothermique. On ne couvrait pas toutes les épaisseurs qu'on revendique dans notre dossier d'ATEX. Donc c'est globalement ça. On doit faire un essai de mise en œuvre pour démontrer la tenue de la membrane par vapeur lors de l'insufflation. Donc ça, on l'a déjà fait plein de fois en interne. On sait que ça fonctionne, mais il faut le faire dans un laboratoire externe. Et ensuite, il y a pas mal d'éléments de reformulation du dossier technique qu'ils nous ont demandé de faire. Voilà, donc on est en train de le faire. Ce qui fait le délai, c'est surtout ce qu'on fait faire par l'extérieur, notamment les études WOFI qu'on fait réaliser par le CSTB. Et après, il y avait une question sur les C2E et MaPrimeRénov. Alors, On aura des précisions. Hein. quelles précisions? Ouais, si vous pouviez préciser les précisions. Et je passe à celle d'après. Entre-temps, a-t-on accès à un document justifiant de l'avis favorable de la commission de la TEX de CA dans l'attente? Alors non, il n'y a pas de document. Il se trouve que nous, on a juste reçu un mail en disant qu'on avait un avis favorable avec demande de complément. Et dans la procédure d'ATEX, il n'y a pas de document intermédiaire ou provisoire. Donc, on attend tous avec impatience de pouvoir publier cette ATEX. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que les autres ATEX de KAB n'étaient plus sur le site du CSTB, donc on a fait la demande pour qu'elles y apparaissent à nouveau. Et Aurélien Bouquet va prendre le micro pour préciser sa question sur les C2E et MaPrimeRénov, si je comprends bien. Vas-y Aurélien. Ouais, salut. Du coup, Aurélien Bouquet, entreprise Bois et Paille. C'est une petite précision, c'est plus une remarque. Pour bien préciser que c'est pris en charge la paille hachée par les C2E et MaPrimeRénov, parce qu'on peut justifier d'essais COFRAC. J'ai été confronté ces dernières semaines, ces derniers mois, on m'a encore appelé aujourd'hui pour me dire j'ai mon accompagnateur Rénov qui refuse de me donner les aides parce que c'est de la paille hachée et qu'il n'y a pas d'assermi, mais c'est une grosse connerie. Ils n'ont pas le droit de refuser les biosourcés sous prétexte qu'il n'y a pas d'assermi parce que si on sait justifier d'un essai COFRAC ou un équivalent européen, donc l'ATE allemand pour la botte de paille, eh bien, ça peut faire partie, ça peut être pris en charge par MaPrimeRénov. Donc c'était une précision parce qu'il y a un peu de monde et que du coup, je trouve ça important parce que aujourd'hui, on nous refuse des projets sous prétexte qu'il n'y a pas d'assermi. Voilà. Je sais pas si vous m'avez tous entendu ou ouais. Ouais, très bien. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est très clair. Merci pour les précisions. Pour laisser COFRAC, au vu de la question, je laisse répondre Nicolas qui est plus au courant que moi. Après, tous nos essais sont COFRAC, tous les PV de lambda. Après, l'enjeu de la Serbie, c'est en cours. C'est pareil, c'est une démarche qui est assez longue, qui nécessite une certaine maturité aussi sur notre protocole de fabrication, toute notre démarche, etc. Il faut un peu d'existence. Puis après, effectivement, il faut distinguer MaPrimeRénov des C2E. Les C2E se contentent de la justification d'une performance thermique, là où effectivement MaPrimeRénov, si j'ai bien suivi, aujourd'hui opéré par l'ANA, en fait demande un assermi. Il y a eu à l'époque, en 2016 ou 2017, je ne sais plus du temps de Hulot,
en tant que ministre de l'écologie, un courrier pour dire qu'il fallait prendre en compte les performances des biosourcés. Je retrouve ça dans mes disques durs, mais il a été oublié depuis longtemps. Ah, quelqu'un veut s'exprimer? Entendu. Quelle lambda dans le COFRAC? Ah, et dans le COFRAC, eh bien, ça dépend de la valeur que l'on prend. Peut-être tu peux remettre la slide sur le lambda, peut-être, Nicolas, parce que là, je crois qu'il y a des confusions. En fait, ce qu'on appelle COFRAC, quand un laboratoire réalise des prestations d'essai, pour que ces rapports d'essai soient reconnus et non questionnables par des tiers, ils doivent être réalisés selon une méthode qui est accréditée par le COFRAC. C'est-à-dire que le laboratoire qui mesure la conductivité thermique, pour que ces mesures soient accréditées par le COFRAC, c'est-à-dire qu'il doit développer tout un système qualité qui justifie la constance de ces mesures, et il est audité par un organisme qui est le COFRAC. Donc ça, le COFRAC, c'est lié à une méthode d'essai. Et ce qu'on demande dans la réglementation, c'est que les performances soient mesurées dans des laboratoires qui soient COFRAC, qui soient accrédités par le COFRAC. Mais on peut faire une mesure qui est COFRAC. Par exemple, on fait une mesure de lambda à 10 degrés à sec, on obtient 0,041. C'est pas parce qu'elle est mesurée par le COFRAC qu'elle va être reconnue en tant que mesure certifiée à CERMI ou comme mesure valorisable dans un calcul RE2020. Ensuite, quand on a des mesures réalisées par un laboratoire COFRAC, on ajoute des facteurs de majoration selon la méthode de la CERMI ou des règles ou des valeurs forfaitaires selon les règles de THBAT. Donc il faut pas confondre COFRAC et ACERMI. La CERMI s'appuie sur des valeurs de laboratoire COFRAC pour ensuite attribuer des valeurs de conductivité qui, elles, sont calculées. Le 0,049, il est calculé en fonction des valeurs qui ont été mesurées par un labo COFRAC avant. Et donc, dans la TEX, il n'y aura pas de valeur de conductivité parce qu'on ne peut pas afficher, on ne peut pas revendiquer une conductivité dans une ATEX alors qu'on peut le faire dans un avis technique. Alors ça, c'est très questionnable, hein, ça a été rédigé un jour dans une réglementation. C'est pour ça que nous, on estime qu'en discutant avec le contrôleur technique, on peut réussir à revendiquer une valeur qui n'est pas une valeur forfaitaire trop pénalisante. Et donc, Aurélien Bouquet, quel lambda prenez-vous pour MPR, puisqu'il faut un R de 4,4 en ITE? Alors, MPR, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que Aurélien peut répondre. C'est ma prime rénov, MPR. Ah oui, pardon. Du coup, effectivement, c'est passé à 4,4 depuis le 1er janvier pour les ITE. Et en fait, nous, aujourd'hui, c'est là où c'est pas très clair pour nous actuellement, parce qu'on est parti sur du 0,044, mais je pense que le plus sage, c'est de prendre 0,049 là, suite à ce que tu viens de dire. Oui, je pense que c'est le plus juste en tout cas en termes de propriété physique du matériau, parce que le 49, il prend en compte la conductivité à l'état sec plus un facteur de majoration pour considérer la conductivité à l'état humide, plus un facteur de majoration statistique. Comme aujourd'hui, nous, on a fait pas mal de mesures, mais on n'a pas 200 mesures de conductivité comme l'auraient des fabricants d'isolants historiques, quoi, ou même des milliers. Donc, c'est celle qui est la plus représentative des propriétés physiques du matériau. Par contre, MaPrimeRénov', moi, je travaille pas dessus, donc je pense qu'il faut quand même faire valider ça par les instances qui vont bien, avant en amont, quoi. C'est là où il y a un réel sujet, parce qu'aujourd'hui, ça dépend de qui on a affaire en face, et je trouve ça pas clair du tout. Donc moi, perso, hein, j'ai renvoyé la balle un petit peu à droite à gauche au REFCP, parce que il y a quand même un sujet là-dessus. Depuis ce début d'année, depuis le début d'année, j'ai au moins 3-4 chantiers qui se sont fait retoquer, que ce soit sur de la botte de paille ou sur de la paille hachée. Et je trouve, pour moi, c'est aberrant, quoi. Et que ce soit pour des C2E ou pour ma prime rénov'.
Et donc, il y a un réel sujet là. C'est pour ça que j'en profite qu'il y ait du monde pour en discuter et d'avoir des réponses un peu claires comme ce que tu viens de faire. Bon, mais le problème, c'est que ce 0049 là, on l'a sur le PowerPoint, mais on n'a pas vraiment de valeur officielle aujourd'hui pour le. Et pourtant, il y a des effets COFRAC qui sont valides, quoi. Donc, d'après ce qui est marqué dans les textes, on a le droit au C2E et si on sait justifier des COFRAC. Donc, Alors, on a un rapport d'essai, hein, enfin, on a un rapport d'essai et de calcul réalisé par un laboratoire qui est accrédité par le COFRAC où apparaît cette valeur de 0049. Donc ça, on peut te c'est ce papier-là l'envoyer. qu'il nous faudrait, ouais, Ouais, je pense. exactement. Qu'il faudrait diffuser peut-être. Parce que en fait, nous, depuis le début, on tâtonne un peu sur quel lambda on utilise. Hein. Clairement, c'est une réelle question, quoi. Mais je comprends. Mais aujourd'hui, c'est ça que nous, moi, je travaille en AMO aussi sur les projets que je suis. C'est le document que j'envoie au contrôleur technique. Mais encore une fois, sur certaines opérations, on nous titille un peu en disant non, mais si on lit strictement la réglementation, on est obligé d'appliquer une valeur moins bonne. Donc, on est conscient de ça et c'est pour ça qu'il faut qu'on avance rapidement sur la CERMI. Mais la CERMI, la certification, elle est pas tout à fait adaptée aux produits émergents, au développement nouveau. Donc voilà, on a eu un échange avec eux pour essayer de l'accélérer, mais c'est plutôt fait pour des structures industrielles qui existent depuis de nombreuses années. On est bien d'accord, pour certains lobbying, quoi, mais voilà. Juste, je vais prendre la parole pour Aurélien sur MaPrimeRénov. Je me suis renseigné, donc j'ai réussi à retrouver un webinaire de l'ANA justement pour les matériaux donc, qui disent biosourcés ne pouvant justifier d'une conductivité thermique, possibilité d'utiliser les valeurs de l'annexe 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010, donc le fameux RTBAT. Donc c'est là qu'on arrive plutôt sur le R de 0065 ou 0052 plutôt, qui nous met plutôt en difficulté. Après, voilà, ils disent que si on peut justifier la conductivité thermique, c'est pour ça que je posais la question, peut-être que le COFRAC, un essai COFRAC peut fonctionner. Mais encore une fois, c'est au moment du dossier que ce sera analysé, quoi. Ouais, j'ai bien entendu. Enfin, c'est que du coup, j'avoue que c'est pas, enfin voilà, c'est pas. C'est le problème aujourd'hui, hein, ouais. Il y a un réel problème, quoi. Et donc, moi, j'ai mis la CAPEB dans la boucle, j'ai mis pas mal de monde dans le. Donc, je sais que la CAPEB travaille sur le sujet, je sais que, enfin, et c'est, enfin voilà, ça va mettre du temps, mais il faut qu'on fasse bouger les choses, quoi, pour que ça soit reconnu. Enfin, moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas mettre de la paille hachée alors qu'on a tout. Mais moi, j'ai une réponse dans un mail, je sais plus qui m'a envoyé ça, mais du texte de loi qui dit que si on n'a pas d'ACERMI, qu'on peut justifier par des essais COFRAC ou équivalent européen, c'est validé, quoi. Donc voilà, Ok. Donc moi sur ce principe-là, mais malgré j'ai transmis ce texte-là, du coup moi dans le coin c'est Solia, c'est le CRER avec qui j'ai affaire régulièrement, et malgré avoir envoyé ça, ils continuent de refuser des dossiers, quoi, sous prétexte qu'il n'y a pas d'ACERMI. Donc c'est pas clair, il faut former les accompagnateurs rénov, il faut faire bouger les choses et j'avoue que moi, ça me gonfle un peu. J'ai eu un appel ce matin là, d'un mec de Bordeaux qui se fait refuser aussi. Donc, c'est pas que dans les Deux-Sèvres, hein, c'est aussi c'est partout en France qu'on est concerné. Donc, voilà. On va peut-être, donc on est conscient de tout ça, on y travaille et puis on fait du lobbying aussi du mieux qu'on peut. Je vois l'heure qui passe. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets? Il y a Damien qui Ouais. a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour Damien Marchand. C'était pour rebondir, Aurélien, par rapport à la discussion qu'on a eue d'ailleurs ensemble à ce sujet, juste pour clore le sujet, malheureusement la problématique. Tout
tout ce qui a été indiqué là par rapport à, c'est ce qu'on a vécu avec le chanvre, avec la laine de chanvre et sa problématique de la prise en compte dans le Code général des impôts. Ça, c'est effectivement, Mehdi, s'il est encore en ligne, pourrait le dire également. Ça avait été résolu, encore une fois, en faisant une action de lobbying quelque part par le biais de Nicolas Hulot, à l'époque ministre de l'Environnement, et qui avait fait redescendre une circulaire auprès des ANA. Donc là, aujourd'hui, c'est la problématique que finalement on retrouve sur les C2E, c'est comment toucher finalement les C2E de terrain quand on a une problématique qui est vraiment de terrain et qui concerne finalement beaucoup de monde. Donc peut-être que l'action est de la paille et du chanvre, je pense à nos chanvriers en circuit court pour la partie laine de chanvre qui se heurte aux mêmes problématiques. Ça pourrait se faire par le biais d'une action un peu plus haute au niveau du ministère pour signifier que effectivement le Code général des impôts prévoit de toute façon la prise en compte de ces matériaux, non plus sous ACERMI, mais par sa modification en 2017, je crois, avec des lambda cofraqués, comme ça a été largement précisé. Voilà, donc c'est plutôt une action, je dirais, du haut vers le bas, qu'il faudrait peut-être mettre en place, une action filière, par le biais du chanvre ou de la paille. Voilà. Hein, mais on a les mêmes problématiques. Ça, c'est parfaitement réel. Et ce serait, à mon avis, c'est la seule façon de faire ça efficacement. Voilà. Damien. Merci. Merci, Damien. Pas d'autres questions sur le chat. Ok, bon, si on a fait le tour, on peut en rester là. Donc, on a fait, c'est bon, tout le monde a exprimé ses questions. N'hésitez pas à lever la main et à vous exprimer. Bon, on dirait qu'on est pas mal. Alors, bon, vous comprenez que c'est beaucoup de sujets assez complexes où les choses aussi sont pas établies aussi clairement qu'on le souhaiterait, notamment sur le lambda où ça change quand même pas mal, ne serait-ce qu'entre avant la commission ATEX et après. On nous a donné une ligne de conduite, puis elle a changé un cours de route, et puis là on est de nouveau dans d'autres schémas. Donc c'est un petit peu la machine à laver cérébrale. Mais voilà, on y travaille, on essaye vraiment d'obtenir des choses claires, précises, utilisables pour le terrain. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins. C'est très précieux d'avoir vos retours. Alors déjà, les entreprises qui mettent en œuvre, ça c'est hyper précieux. Mais aussi les prescripteurs, les concepteurs. C'est vraiment important d'avoir vos retours, vos besoins. Et on essaie d'adapter au mieux pour que ça puisse répondre le mieux à vos attentes. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Thomas, Florian, on a fait le tour. Vous voyez rien à ajouter? Non, pour moi. On mettra le lambda par mail. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre participation. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous et au nom de l'équipe une très bonne fin de journée. Et puis on vous dit à très bientôt chez Yellow.